Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de l'Express Franchise et Commerce Associé réalisé en partenariat avec Mobalpa, véritable fleuron commercial et industriel français. Mobalpa, entreprise spécialisée dans l'aménagement intérieur sur mesure, aménagement de cuisine, de salle de bain, de dressing, de rangement, etc. Tout le monde connaît l'enseigne. Petit rappel historique, c'est important. Car Mobalpa est une grande maison du groupe Fournier, fondée en 1907, Mobalpa fondée en 1948. Fierté dans sa région, on parle des Alpes, mais aussi dans toute la France. Et pourquoi une telle fierté? Parce qu'on peut le dire, Mobalpa maîtrise l'ensemble de la chaîne de production, donc de la commercialisation à la conception, en passant par la fabrication dans les usines de la région et enfin l'installation à domicile chez les clients. Donc, chers amis, vous qui nous regardez, je vois que vous commencez à être assez nombreux à nous suivre. Donc c'est bien, c'est bien. Sachez que vous êtes au bon endroit, vous êtes dans une enseigne historique et de qualité, Mobalpa, et vous allez avoir toutes les informations aujourd'hui. Si vous envisagez peut-être de vous lancer en tant que franchisé chez Mobalpa. Dites-nous d'ailleurs, je vois, alors je vais dire rapidement vos prénoms. Je vois qu'il y a Muriel, Smaïn, Pierre, Philippe, Juliette, Sini, Christelle, Lotfi, Eric. Dites-nous d'où vous venez, dites-nous dans quelle région vous venez et d'où est-ce que vous nous suivez. C'est important pour nous de savoir un petit peu d'où viennent les personnes qui nous regardent pour parler de Mobalpa. J'en profite aussi pour dire que dans quelques instants, dans l'onglet sondage, donc si vous êtes sur ordinateur, c'est à la droite de votre écran, sondage, on va vous mettre un sondage pour que vous nous disiez un petit peu quel est votre profil. Est-ce que vous êtes artisan dans le bâtiment qui a envie de se reconvertir ou simplement salarié qui a envie de se reconvertir? Est-ce que vous êtes simplement un curieux? Donc, dans l'onglet sondage, en bas à droite, vous pourrez répondre en cochant sur la case. Si vous allez sur chat à droite, vous pourrez nous poser toutes vos questions. Allez-y, c'est le moment. Il faut poser les questions pour avoir toutes les informations sur l'enseigne Mobalpa. Petit rappel, et pas des moindres, Mobalpa, c'est près de 250 implantations sur le territoire français. Ça donne la mesure de la marque, de la force de la marque Mobalpa. Le thème de ce webinaire est la multifranchise. Réussir en multifranchise, les leviers d'un succès qui se dupliquent. Vous allez entendre des multifranchisés, vous les voyez déjà, et ils sont là sur l'écran. Également, deux responsables régions de développement de l'enseigne. Donc, je vous présente dans un premier temps Létis de Fabre de Latude. Vous êtes développeur franchise Nord-Ouest, donc Bretagne, Normandie, Île-de-France. C'est ça, bonjour Létis. Tout à fait, bonjour à tous. Et on va mettre vos photos à vous tous là pour qu'on vous voit et qu'on vous visualise encore mieux. Il y a Williams, donc Williams Darvey, développeur réseau Sud-Ouest. Bonjour Williams. Bonjour à tous et à tous, bienvenue. Voilà, bienvenue à vous. Juliette Carly, vous êtes multifranchisée, vous avez deux Mobalpa, un SoCook. On précise, il y a plusieurs enseignes dans le groupe Fournier. On parle de SoCook, on parle d'Igena, on parle de Mobalpa, on parle de Pérenne. Est-ce que j'en ai oublié une dans dans ce beau groupe historique? Donc c'est bon. Donc Juliette Carly, vous êtes donc en Normandie multifranchisée. Bonjour Juliette. Bonjour. Benoît Serre également, donc vous êtes multifranchisé Mobalpa, SoCook et Pérenne. Vous êtes plutôt dans le centre de la France, Cantal, puis Dôme, un petit peu d'Occitanie. C'est ce qu'on se disait. Bonjour Benoît. Bonjour, c'est tout à fait ça. Voilà, bienvenue Benoît. Et Paul Umdenstock, vous êtes multifranchisé en devenir. Alors vous avez déjà un premier point de vente Mobalpa en région parisienne. Donc bienvenue Paul. Merci. Et c'est justement avec vous finalement qu'on va commencer parce que vous êtes en plein dedans, en plein dans le thème de la multifranchise. Donc un Mobalpa, un deuxième à venir. Première question finalement, pourquoi la réussite du premier magasin Mobalpa est-elle essentielle pour envisager une stratégie multisite avec Mobalpa? Elle est essentielle pour plusieurs points. Déjà, ça valide notre capacité, nous, en tant que dirigeants, à exploiter le concept, à exploiter un magasin. Ça sécurise aussi financièrement pour l'ouverture du deuxième point de vente, ça c'est important. Ça nous offre l'expérience en termes de management pour pouvoir gérer en multisite. Et ça nous permet aussi d'affiner les méthodes et les process et d'éviter les petites erreurs qu'on aurait pu faire sur le premier magasin. Actuellement, vous en êtes où là, en termes d'étapes, là, en termes de lancement là, pour le deuxième point de vente? Bon, alors, on a identifié le local, on a fait le prévisionnel financier. Donc maintenant, c'est entre les mains de la DAF Fournier qui est en train d'étudier tout ça.
Et à partir du moment où la DAF nous aura donné son go, on pourra se lancer dans les travaux et puis prévoir l'ouverture du magasin. Bon, très bien. Une question de timing, hein, Williams. Là, je me tourne vers vous. Comment identifier le bon moment pour ouvrir un deuxième site? Alors, vous pouvez peut-être nous en parler, Paul, mais vous aussi, Williams. Hein, c'est vous qui participez au développement du réseau dans le Sud-Ouest. Ouais, exactement. Paul a noté quelques points essentiels quant à la validation, on va dire, selon nous, certains critères. Pour aller chercher un deuxième ou un troisième magasin, Paul a évidemment noté toute la partie financière. C'est-à-dire qu'on va aussi vérifier ensemble le bon moment d'aller chercher un deuxième magasin va être calibré sur évidemment le seuil de rentabilité atteint du premier point de vente. Donc, on va avoir une exploitation qui va être entre 12 et 24 mois sur le premier point de vente. Va se dégager là une trésorerie suffisante. On va disposer de fonds nécessaires pour justement aller financer le deuxième investissement et globalement la possibilité de se développer, avec une capacité d'endettement qui sera évidemment validée en interne, nous, par la direction financière. Le deuxième temps fort, ça va être évidemment le marché potentiel, l'étude de marché qu'on va réaliser, qui va porter sur la zone géographique, qui va évidemment desservir l'intégralité du périmètre. On va aussi analyser tout ce qui est concurrentiel sur la zone, le positionnement prix, qualité d'autres enseignes déjà présentes. Et puis aussi, on va s'attacher, puisque Paul a évoqué ça, à trouver le bon emplacement pour évidemment bénéficier d'un passage suffisant et aussi d'une visibilité pour pouvoir accueillir nos clients demain. Là-dessus, on va appuyer un élément essentiel sur la capacité opérationnelle et humaine, c'est-à-dire notamment le bon fonctionnement du premier magasin avec une autonomie liée à un manager en place, ce qui va permettre aux dirigeants de pouvoir se déployer sur un deuxième avec des compétences clés de management pour lui. On va aussi organiser ce qu'on appelle, nous, des processus qui vont être standardisés quant à la duplication du modèle sur le deuxième magasin ou le troisième. Après, évidemment, dans la stratégie de notre développement avec le dirigeant, on va s'attacher à une proximité géographique. Évidemment, on va éviter d'envoyer à des kilomètres la possibilité de se dupliquer et de se développer. Ça peut être aussi en fonction d'une diversification de clientèle, par exemple d'aller chercher une clientèle plus haut de gamme sur un territoire mitoyen ou de concrétiser des partenaires et notamment des partenaires promoteurs d'artisans. Donc ça, c'est évidemment des axes de développement. Et puis après, on va s'appuyer sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la performance commerciale, la fidélisation de nos clients, la notoriété qu'on va développer en local. Qui passera évidemment par la satisfaction. Et tout ça, c'est appuyé aussi par l'étude d'un environnement économique. Évidemment, la conjoncture locale est très importante, de pouvoir monter en charge le magasin d'une manière certaine. Et puis après, on les accompagne, nous, avec des aides. On le verra tout à l'heure, des subventions et autres. Ouais, justement, vous parlez d'aide finalement. C'est là que moi j'ai envie de me tourner vers Benoît finalement. Comment est-ce que la tête de réseau aide à la structuration? Vous qui en avez plusieurs, vous avez combien d'ailleurs de points de vente si on cumule un petit peu, vu que vous êtes multimarque? 8 points de vente aujourd'hui et c'est tout à fait ce qu'a dit William, c'est pour avoir été déjà accompagné justement par William sur des ouvertures dans des magasins. On a vu toute l'explication qu'il vient de donner, c'est le plus important, cet accompagnement du développeur, du service développement de Mobalpa pour pouvoir se structurer et pouvoir ouvrir un autre point de vente, c'est la clé de départ. Et là, on s'appuie vraiment sur une équipe qui est très compétente et qui peut aussi avoir d'autres services d'accompagnement, que ce soit financier ou plutôt humain. Donc, il y a plusieurs services à qui on peut pouvoir s'adresser, notamment au service formation pour préparer éventuellement un manager ou des futurs vendeurs. Bien sûr, préparer tout ce qui va être la communication pour cette future ouverture, etc. Donc, on va bénéficier d'un savoir-faire de l'ensemble des services de Mobalpa qui nous aident au quotidien dans nos magasins, mais qui sont encore beaucoup plus renforcés au moment de pouvoir développer un futur nouveau magasin dans une nouvelle zone.
Donc, la clé, nous, c'est un travail, de toute façon, on est basé beaucoup sur l'humain, et la clé, c'est le rapport l'humain, et c'est vrai que là, c'est notre grande satisfaction, nous, de pouvoir ouvrir avec la compétence et être entouré de cette compétence-là. Voilà, l'humain très important, le soutien du réseau. Et je commence à voir, hein, je fais une petite parenthèse, Smaïn là, qui nous dit qu'il aimerait poser des questions. Mais allez-y Smaïn, écrivez dans le chat, dites-nous ce que vous voulez. C'est maintenant qu'il faut poser les questions. Ils sont là pour vous, pour vous répondre. Muriel, vous nous avez salué, donc bienvenue Muriel. Alfonso aussi. Eh ben bonjour, bonjour Alfonso. Allez-y, posez vos questions, c'est le moment. On est là pour y répondre. Et là, on va parler d'un sujet un petit peu connexe. C'est comment donc dupliquer sans se disperser, comment structurer sa croissance avec une première question finalement. Faut-il privilégier la création ou la reprise pour se développer en multifranchise? Alors vous êtes plus sur un modèle de création, hein, Benoît, mais là je me tourne plutôt vers vous, Létis, pour cette question. Est-ce il faut privilégier la création, la reprise? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse à cette question-là, hein. Typiquement, nous, quand on accompagne nos franchisés en place à se développer, on regarde déjà ce qu'il y a en termes d'opportunités dans la zone, hein. On peut avoir aussi bien l'un ou l'autre. Donc, l'idée, ça va être déjà de faire un peu l'inventaire des opportunités. Après, il va y avoir aussi une question qui sera à prendre en compte, c'est le caractère entrepreneurial ou conquérant ou sécuritaire du franchisé, hein. C'est quelque chose à prendre en compte. Typiquement, sur un profil un peu sécuritaire, reprendre un magasin, c'est l'opportunité de se baser sur un historique. Donc, on sait sur quoi, une fois qu'on reprend le magasin, on sait sur quoi travailler. On a une équipe en place, donc on peut capitaliser sur l'organisation et ça permet d'aller, on va dire, un peu plus vite, si je puis dire. On accélère vraiment la montée en puissance de son groupe qu'on est en train de se constituer. Sur une création, là, on va avoir une opportunité avec un caractère un peu plus conquérant, je pense, parce qu'il faut prendre ce temps de chercher l'emplacement idéal où on retrouvera ce potentiel de marché, comme l'a évoqué Williams. Et après, on va chercher son emplacement parfait, constituer une équipe à son image, et puis voilà, hein, lancer ce nouveau projet. Donc, c'est vraiment un accompagnement qu'on fait, nous, avec les franchisés, de réfléchir aux opportunités et d'agir en fonction des souhaits de chacun. Et voilà, Alfonso qui nous dit « Je suis à la recherche de l'enseigne ». Alors, soit la reprise, soit l'installation. Voilà, on vous dit que les deux sont possibles, hein, finalement, hein, Alfonso, et qu'on est là pour vous accompagner. Smaïn qui nous demande c'est quoi la franchise. J'imagine que Smaïn veut peut-être des éléments un peu chiffrés. On y reviendra après, Smaïn. Restez en direct. Peut-être qu'on peut très rapidement dire quelles sont finalement… voilà, c'est ça. Smaïn voulait donc en savoir un peu plus sur le droit d'entrée, éventuellement. Qui peut nous faire un petit résumé avant d'enchaîner sur la suite? Peut-être vous, Létis? Oui, alors je me pose la question si Smaïn veut savoir ce que c'est la franchise en général ou en particulier les conditions d'accès à la franchise chez nous. En tout cas, la franchise de manière générale, hein, c'est un contrat de partenariat entre une enseigne, donc en l'occurrence ici avec Mobalpa, et puis un entrepreneur indépendant qui pourra bénéficier de toutes les caractéristiques de la marque en contrepartie du paiement d'un droit d'entrée et de redevance. Voilà, donc chez nous, en l'occurrence, je crois qu'on voit ça un petit peu plus tard, mais on a un droit d'entrée et derrière des redevances qui sont liées à la partie communication nationale pour pouvoir promouvoir l'enseigne et puis générer du flux et de la reconnaissance en local. Voilà, Smaïn, restez avec nous, hein, vous aurez tous les éléments chiffrés et tout ce qu'il faut savoir finalement pour vous lancer également en termes de redevance. On enchaîne en fait, hein. Juliette et Benoît, j'aurais voulu vous demander comment structurer son organisation pour développer ses points de vente. Finalement, c'est vous deux, hein, les multifranchisés avec de l'expérience. Juliette, peut-être on vous a pas entendu.
comment est-ce qu'on structure finalement, hein, parce qu'on va se retrouver avec plusieurs établissements. Déjà, c'est une structuration en interne sur un point de vente. Il faut que ça fonctionne sur un point de vente avec aussi bien une équipe commerciale staffée avec les vendeurs, des managers et pourquoi pas un directeur de magasin. Mais il y a aussi toute une structuration en arrière. Chez nous, ce qu'on appelle le back-office, avec potentiellement des maîtreurs qui font la vérification de dossiers, des contrôleurs techniques, tout un service administratif qui suit le suivi d'un dossier avec de la facturation, en passant par le SAV, et tout ça dans le but de garantir une satisfaction client. Une fois que ça a été, on va dire, posé sur un magasin, ça nous permet aussi de voir nos points de charge et d'équilibrer pour justement grandir, voir si toute cette partie back-office peut pas être centralisée, c'est-à-dire ne pas en avoir un par magasin. En fait, c'est des postes qui permettent de prendre la capacité de la charge de travail et que l'on peut avoir de manière centrale pour plusieurs magasins. Mais pour ça, déjà, faut avoir un organigramme qui est clair. Faut avoir un process qui soit clairement défini et que chacun sache le qui fait quoi. Donc déjà la première chose, c'est de bien staffer sa structuration interne, de connaître ses points de charge différents pour pouvoir évoluer. Je ne sais pas si Benoît, toi tu as des choses à ajouter. Non, tu as très bien résumé. L'idéal de tout ça, c'est d'avoir ce coup-là toujours en permanence d'avance. Parce que je reviens un peu sur le démarrage, on parlait du bon moment, mais des fois le moment de l'opportunité, on ne le choisit pas, il arrive quand il arrive. Et d'avoir préparé tous ces coups-là d'avance, d'avoir formé peut-être un futur manager ou des futurs vendeurs, ou avoir intégré des personnes en formation dans la partie back-office, c'est ce que parlait Juliette, qui est la clé aussi de la réussite du magasin, hein, clairement. C'est des choses qui sont hyper importantes pour pouvoir après se développer et avoir déjà les ressources, une partie des ressources pour pouvoir se développer par la suite. Donc voilà, un back-office qui est mutualisé, hein, c'est ça, hein, c'est sur l'ensemble des points de vente. Très bien, avec un suivi informatique et tout ce qui s'ensuit par la tête de réseau, hein, qui permet d'avoir un soutien et un. D'accord. En termes d'indicateurs, allez-y, pardon Benoît, je ne voulais pas vous couper. Tout à fait. Un petit exemple pour ma part, où Juliette, on a un centre back-office qui est centralisé. Moi, pour ma part, je suis basé à Aurillac dans le Cantal, donc on est un département qui est quand même très très mal desservi, et ça ne nous empêche pas de piloter toute la partie back-office pour les 8 sociétés, pour les 8 magasins différents. Donc ça permet d'affiner les coûts de charges de personnel, etc. Et puis de former sur des métiers très spécifiques. Voilà. Je prends une question à la volée là parce qu'elle est intéressante. Hein. On parle vraiment d'installation. C'est Nicolas qui nous demande quel est le profil des franchisés dans votre réseau? Un vendeur qui évolue en interne, commercial d'un autre secteur qui souhaite se lancer dans un projet ou un investisseur? Alors dites-nous qui veut répondre? Voilà, parce que. Bon, je peux répondre à cette question. Merci en tout cas. Pardon. Le profil type va être évidemment un profil commerçant, hein, commerçant indépendant. On va être moins enclin en tout cas à favoriser des investisseurs pour intégrer au réseau franchise Mobalpa, parce que comme on l'a vu précédemment, et notamment Juliette le démontre et Benoît aussi, il y a une manière très opérationnelle de gérer tous ces temps d'exploitation qui sont liés au front office, hein, tout ce qui se passe dans le magasin et tout ce qui se passe une fois que les aménagements sont vendus, c'est-à-dire l'organisation derrière. Et un investisseur seul n'aura pas forcément cette vision très opérationnelle et de pouvoir faire monter en compétence l'intégralité des collaborateurs sur des métiers qui sont extrêmement différents. Donc, le profil type va être évidemment un commerçant, un profil commerçant, mais je dirais aussi un profil manager, parce qu'on a besoin aussi d'accompagner les équipes dans toute la vie de l'entreprise. Donc, et dans notre réseau, on va accompagner en développement quasiment la moitié du réseau se développe sur un deuxième magasin pour 50%, et le reste, ça va être évidemment des profils de candidature qui arrivent de l'extérieur avec des métiers complètement différents, plutôt soit liés à la technique ou soit liés au commerce, avec ce profil je dirais, de commerçant manager.
Nicolas, je pense qu'on a répondu à votre question. Dites-nous peut-être dans quelle région vous êtes, Nicolas, ça peut nous intéresser de savoir ça. Je reviens vers vous, Benoît, en attendant que… Ah bah attendez, Nicolas est déjà… Existe-t-il des aides financières dans votre région pour accompagner un profil qui est du secteur? Ah, on a un profil intéressant peut-être. Alors comment est-ce que ça se passe? Je peux continuer ou je peux te laisser la main si tu veux, Laetitia. Comme tu veux, Williams. Mais enfin, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que nous, quel que soit le profil, hein, on accompagne sur le lancement d'un projet au niveau du groupe. Donc, on a un accompagnement qu'on appelle un peu subvention pour accompagner le magasin dans le financement de ses investissements. Et également, on a des aides en termes au niveau plus commercial pour le lancement de l'activité à destination de la clientèle finale. Donc voilà, en tout cas, on a ces accompagnements-là qu'on propose au niveau de l'enseigne. Voilà, après, je ne sais pas si William, tu veux compléter. Après, je peux compléter. On a aussi des partenariats liés à l'enseigne, des partenariats bancaires, par exemple, qui permet aussi de calibrer un peu mieux les dossiers et d'avoir une prise de décision plus rapide quant au plan de financement, par exemple, ou lié à des organismes spécifiques qui viendront à intervenir, soit sur la montée en puissance de l'apport du futur dirigeant, ou de trouver des solutions d'accompagnement financier autres que les organismes financiers comme on peut les connaître, et notamment les banques. Parfait. On va reprendre quand même le fil de notre programme parce qu'on y était, même si on a des questions qui viennent et c'est bien, ça fait plaisir de pouvoir nous poser des questions. Une question, là on va parler un peu plus de chiffres, les indicateurs financiers à surveiller en multisite. Peut-être ça peut vous intéresser, Lotfi, parce que vous parlez de chiffres un petit peu dans votre question. Benoît, donc quels sont les indicateurs financiers à surveiller quand on est en multisite? Il faut savoir que dès qu'on va ouvrir un autre site, on va établir un prévisionnel. Ce prévisionnel, d'ailleurs, sera validé par Mobalpa et ça va être notre point de repère pour voir la future rentabilité de ce magasin. En face de ça, on va mettre des objectifs de vente dans notre outil de pilotage qui est le front office, par exemple, sur la partie Mobalpa. Donc, ça nous permet de suivre vraiment l'avancée de nos ventes par rapport aux besoins du seuil de rentabilité. Donc, c'est les chiffres clés qu'on suit. L'indicateur de vente est très performant. Il faut savoir qu'on arrive à savoir le nombre de passages dans un magasin. C'est-à-dire que pour ma part, sans être dans les magasins, je sais très vite ce qui se passe. En un coup d'œil, je sais la fréquentation du magasin. Je sais aussi quel dynamisme il y a dans le magasin de la part du manager, des vendeurs, puisqu'on a des taux de performance commerciale. Donc, voilà, on suit ça à distance. On suit même tout ce qui est qualité, puisque à distance, on a tout ce qui est notation NPS. Donc, on voit si notre magasin est bien tenu et bien suivi, aussi bien sur l'aspect de nombre de ventes, sur la marge, bien sûr, et évidemment sur l'aspect qualité avec les NPS. On voit même aussi si on a tout ce qui est avis Google. Voilà. Donc, on a une grande photographie de ce qui se passe jour par jour dans la vie de nos magasins sans être des fois présent dans le magasin. Donc, alors, voilà, je rebondis sur Lotfi qui nous dit sur 1 million de chiffre d'affaires, que reste-t-il dans la poche d'un franchisé à la fin de l'année en net, nous dit, entre parenthèses. Je pense que c'est difficile à estimer, mais peut-être que vous pouvez y répondre. Et autre chose, puisqu'il parle des multifranchisés, y a-t-il des économies d'échelle à ouvrir plusieurs points de vente? Benoît, je reste avec vous, si quelqu'un d'autre veut répondre. Là, je peux répondre à celle-là, question, oui. L'économie d'échelle, on en parlait tout à l'heure avec Juliette sur la partie back-office, elle est surtout là, en fait, parce qu'un poste de contrôleur ou de maîtreur, si on en met un contrôleur, c'est une personne qui va contrôler l'ensemble des dossiers qui ont été vendus, peut faire pour plusieurs magasins, et dans ce cas-là, son coût va être déduit en charge sur chaque magasin. Donc, oui, là, il y a des retombées qui ne sont pas négligeables. Parfait. Si quelqu'un veut encore rebondir sur les questions de Lotfi, qui a des questions très pertinentes. Sinon, il y a Nicolas qui vous passe le bonjour, Benoît. Apparemment, Nicolas vous a déjà croisé donc dans votre région. Voilà, je vous le dis. Christelle, on a vu vos questions aussi. Peut-on se lancer dans ce type de franchise quand on a des compétences uniquement commerciales et management, mais pas techniques? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être avec William, qui peut peut-être répondre à Christelle, même si on en a déjà parlé. Pardon, j'étais sur le chat, je ne vous ai pas écouté, Stéphane, désolé. J'étais en train de lire les questions. Eh ben, allez-y, voilà, moi j'allais vous poser celle de Christelle qui nous demande, alors attendez que ça descend,
Quand on a des compétences uniquement commerciales et de management, mais pas techniques, est-ce qu'on peut quand même se lancer en franchise? Oui, alors c'est le lot de la franchise en fait, hein, c'est la transmission d'un savoir-faire. Donc évidemment, la compétence commerciale, elle est primordiale. Mais le fait de s'adosser à une franchise comme Mobalpa, sur lequel on a un modèle qui est établi depuis de nombreuses années, permet aussi, et de par la formation, de monter en compétence sur tout l'aspect métier en fait, hein. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux candidats extrêmement motivés qui viendront rejoindre l'enseigne pour travailler avec eux sur des projets. L'intégralité du savoir-faire va être transmis lors de la formation. Donc, je dirais qu'avec la motivation et les compétences commerciales, on peut même réussir dans un métier qui est extrêmement technique, hein, sur lequel on doit y amener une forme de rigueur, ce qui peut être un peu opposé au commerce, c'est-à-dire qu'on est très enclin à vendre des projets, mais il faut vendre des projets pour obtenir ce qu'on souhaite tous, hein, et les dirigeants sont là pour en parler. Aujourd'hui, c'est la satisfaction du client, puisque c'est un des moteurs de la recommandation de demain. Voilà, Christelle, vous avez eu votre réponse. Christelle, dites-nous de quelle région vous venez. Sachez aussi que vous pouvez aller sur le site de l'Express Franchise et Commerce Associé. Si vous remontez un peu dans le chat, on vous a mis le lien, hein, de la page Mobalpa pour avoir toutes les informations et pouvoir entrer en contact aussi avec l'enseigne. Je vous le remets comme ça, il apparaît tout en bas. Voilà, ouvrir une franchise Mobalpa, vous avez le lien pour avoir toutes les informations. Elle vient du Sud-Est, Christelle. Elle n'en dira pas plus, mais elle vient du Sud-Est. Voilà, et l'autre fille qui en redemande, avant de passer à la troisième partie, peut-être en termes de chiffre d'affaires, hein, et de ce qui reste dans la poche net, hein, c'est ça, l'autre fille, je crois, votre question. Est-ce que il y a des éléments liés en fait à la rentabilité qui peuvent être développés? On peut y répondre. Alors, on a un réseau qui a 75 ans, donc on a une grande variété de profils de magasins. On est sur un chiffre d'affaires moyen à 1,8 million pour l'ensemble du réseau. Sans faire de tri, on va dire, sans faire de retraitement, on a à peu près 5% de rentabilité net. Après, on va avoir des magasins qui s'approchent des 10-15, voilà. Donc et bien sûr, plus on développe son réseau et on optimise son organisation et plus on peut aller optimiser sa rentabilité par site. Alors, l'autre fille, hein, qui rebondit 50 000 € avec 3 points d'interrogation. À vous d'interpréter les pistes. L'autre fille, c'est pareil, si vous voulez donner un peu plus de détails dans votre question, qu'on puisse y répondre correctement. Et on passe le bonjour à Christelle, donc, hein, qui est sur la Côte d'Azur, hein, Nice, qui a une jolie région. Comme je l'expliquais, pardon, je rebondis sur les questions de l'internaute. C'est sans retraitement, hein, donc il y a de la rémunération dirigeant dans ce que je dis. Donc quand je parle de net, c'est vraiment net. Après, en fonction, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fonction du type de société, etc., on peut se verser ou un salaire ou des dividendes ou les deux. Ça, c'est vraiment à la discrétion du franchisé. Allez, l'autre fille, continuez à suivre, et vous tous, hein, continuez à suivre ce live, ce webinaire sur Mobalpa. On continuera, hein, de prendre vos questions de l'autre fille. Je vois que vous écrivez, c'est bien, c'est-à-dire que vous êtes intéressés. On va passer au troisième point de ce webinaire. S'appuyer sur un réseau puissant pour entreprendre en confiance. William, je reviens vers vous. En quoi le fait d'intégrer le groupe Fournier, acteur historique de l'aménagement, est un véritable levier pour se développer, William? Alors, effectivement, c'est un véritable levier, et notamment sur plusieurs points. Quand on s'adosse au groupe Fournier, on a évidemment une crédibilité immédiate, hein, quant à la réputation solide d'un groupe reconnu dans le secteur de l'aménagement et de l'habitat. Donc, ça permet aussi de s'associer à un groupe qui légitime auprès de ses clients et de ses partenaires, hein, et des institutions notamment. Quand je parle de partenaires, c'est aussi un groupe qui dispose d'un écosystème de fournisseurs, de sous-traitants, de prescripteurs, avec des clients fidèles, hein. Ça facilite aussi l'accès à des nouveaux marchés, à des opportunités commerciales, par exemple. L'intérêt, c'est aussi lié au groupe Fournier sur des compétences techniques, hein, qui sont évidemment accumulées depuis des décennies. On le voit au quotidien, nous, en tant que développeurs, quand on fait visiter le site industriel, on voit bien l'innovation, la production, la commercialisation
des produits qui sont intégrés, hein, et cette expertise, elle est évidemment au quotidien et développée en interne chez Fournier. On a parlé tout à l'heure avec Benoît de formation et de montée en compétences. Donc, il y a aussi des accès au programme de formation en interne pour les collaborateurs, mais aussi en externe, hein, avec des retours d'expérience concrets, et notamment liés à un retour d'expérience des magasins sur la fabrication ou même sur toute la partie recherche et développement, avec des investissements qui sont mutualisés, hein, en co-développement, avec d'autres industries, par exemple. Hein. On le voit notamment, la robotisation de certaines chaînes qui permettent, comme dans l'industrie automobile, d'être plus performants. Le groupe permet aussi, par exemple, une veille sectorielle, hein, parce que ce qui est important aussi dans l'aménagement, c'est de pouvoir avoir un recul, je dirais, nécessaire et sur l'intégralité des segments de marché. Hein. On a parlé des 4 enseignes, hein, du groupe. Donc, ça permet aussi d'avoir ce recul. Le groupe Fournier aussi peut apporter un soutien, hein, donc avec une capacité d'investissement, un soutien financier, hein, pour des projets ambitieux. On parle de lancement de gamme, mais aussi l'internationalisation liée à un développement sur des pays européens, par exemple. Hein. Et ça, c'est lié aussi avec une logistique optimisée, hein, puisque le fait de mutualiser les plateformes, de référencer les plateformes logistiques, avec notamment la possibilité de livrer les clients finaux, voilà, c'est cette organisation sur laquelle on peut s'appuyer. Pour un groupe comme le groupe Fournier, c'est d'apporter un accompagnement pour l'intégralité des distributeurs, je dirais, sur une stratégie à long terme. Hein. Évidemment, on n'est pas simplement investisseur, hein. Un groupe familial qui permet aussi d'appréhender l'avenir avec un peu plus de sérénité, et ça, c'est important, notamment pour l'accompagnement sur le territoire, mais aussi à l'international. Donc, je dirais, en conclusion, ça apporte une certaine sérénité, une certaine sécurité, une pérennité aussi, hein, dans la situation économique que l'on peut vivre aussi. C'est de pouvoir s'appuyer donc sur un groupe solide qui va réduire les risques, hein, qui sont liés aux aléas, hein, et notamment aux effets de cycle qu'on peut avoir dans certains secteurs. Un groupe solide, hein, ça c'est ce qu'on retiendra, hein, finalement. Un groupe solide, une marque forte, des marques fortes. Pourquoi on dit des marques fortes? Voilà, parce qu'on a plusieurs enseignes, hein, finalement. Et c'est quel est l'intérêt, finalement, de développer des enseignes complémentaires? C'est votre cas, tous les deux, hein, Juliette et Benoît, SoCook, Mobalpa, Igena, Peren. Quel est l'intérêt, finalement, hein, de développer sur un même territoire? Juliette, peut-être, si vous voulez nous répondre, ou Benoît, comme vous voulez. Je pense que le premier intérêt est de se développer intelligemment sur une zone. On appartient à un groupe, le groupe Fournier, qui propose différentes marques sur différents segments. Ça nous permet de couvrir intelligemment une zone aussi. Voilà, de se diversifier sur des segments de prix différents, sur une clientèle différente. Et ça permet aussi de garantir une satisfaction client, hein, puisque Mobalpa a quand même un champ des possibles qui est très grand, hein, puisqu'on fait de la cuisine, de la salle de bain, de l'aménagement sur mesure, aussi bien pour la maison qu'à destination de professionnels, hein, puisqu'on est totalement capable de créer des bureaux, des espaces de vie dans la globalité, hein, que ce soit personnel ou professionnel, alors que, par exemple, si je prends le cas de SoCook, ça va être de la cuisine uniquement, avec des budgets qui sont plus bas, sur peut-être du primo-accédant, du locatif, etc. Et ça permet aussi de travailler le marché en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'un client qui peut passer la porte d'un SoCook, qui aimerait un aménagement sur mesure, le but c'est aussi de le renvoyer chez Mobalpa et en fait de promouvoir ce groupe Fournier dans toute sa largeur en fait, et d'exploiter toutes les facettes de notre métier. Quelque chose à ajouter, Benoît? On parle un peu de complémentarité finalement, hein, des enseignes, elles se complètent sur un même territoire. Complètement. Alors pour ma part, moi, c'était aussi de comprendre un peu le fonctionnement de chaque enseigne, parce que chaque enseigne a un fonctionnement qui est bien différent. Et d'ailleurs, quand on est futur franchisé, c'est vraiment
la question qu'il faut se poser parce que en fonction de son profil et de ses besoins et de sa volonté d'ouvrir un magasin, c'est vrai qu'il y a des enseignes qui sont au départ peut-être plus intéressantes l'une que l'autre. Et puis moi, c'était aussi avoir un regard vraiment sur le comportement d'achat en fonction du segmentation du marché. Donc on voit un comportement d'achat qui est totalement différent de Socoupe, Mobalpa ou Pérenne. Ça, c'est hyper intéressant à savoir. Bien sûr, tout ce qui est complémentaire, parce que comme le disait Juliette, en effet, un client qui a un projet peut-être d'aménagement de bibliothèque ou autre, qui va chez Socoupe peut aller rebasculer sur Mobalpa, parce que Socoupe ne pourra pas l'offrir. Il y a également aussi des clients auxquels on va réaliser leur cuisine personnelle, et là, qui veulent avoir des produits de belles factures, donc on va retrouver chez Mobalpa ou Pérenne. Et ces mêmes clients-là qui ont des fois quelques projets immobiliers pour la location ou autre, ou pour du secondaire, et là, on les retrouve chez Socoupe. Donc en fait, un client satisfait, on va le retrouver dans l'ensemble des 3 magasins, et c'est ça le plus important. Et puis pour finir, sur une période comme on est en train de traverser, qui est dans un contexte qui est celui-là pour tout le monde, ça nous permet aussi de voir un peu le comportement du marché et avoir une vision à 360 sur l'ensemble de notre métier et comprendre quel segment marche mieux que d'autres et peut-être aller chercher justement ce qui marche bien chez l'un pour l'amener chez l'autre dans notre pilotage quotidien. Merci Benoît pour ces précisions. Je rebondis sur la question de Sini Clotilde, à croire que Sini connaît notre programme. Vous avez plus vite que la musique, Sini Clotilde. Qu'est-ce qui fait, quel est le déclic en fait pour. Alors, est-ce qu'on pense au deuxième point de vente lorsqu'on a déjà lancé simplement dans le premier? Je ne vais pas très bien formuler, mais ça rejoint vraiment ce qu'on va dire tout de suite. Quatrième chapitre de ce webinaire, le passage de mono à multifranchisé, retour d'expérience. Paul, je me tourne vers vous parce que vous êtes en plein dedans. Quel a été le déclic pour ouvrir un deuxième magasin? Sini Clotilde, il faut écouter là, c'est votre question. Il y en a plusieurs des déclics en fait. Le premier vrai déclic, c'est à partir du moment où on est persuadé que le premier magasin est mature, où les indicateurs sont bons, et c'est à partir du moment où on se sent de pouvoir se lancer dans un nouveau projet. Donc vraiment, ce déclic-là, il arrive quand on est opérationnel en tant que dirigeant, surtout quand on ne vient pas du monde de la cuisine et de l'aménagement sur mesure. Donc voilà, il y a ce sentiment voilà, on est prêt à se lancer dans un nouveau projet, on est prêt à lâcher les rênes un petit peu du premier magasin et les donner à un manager qui va faire le travail que vous faites depuis que vous avez ouvert le premier magasin. Et puis de vous pencher sérieusement sur l'ouverture du deuxième magasin. Le deuxième déclic, je dirais, c'est une question aussi d'opportunité. Voilà, il y a des questions de reprise, il y a des questions de zones qui sont vacantes. Et ça, en fait, nous, on est constamment en relation avec les développeurs. Et c'est les développeurs qui ou pensent à nous, ou nous, on va penser à une zone. Et donc, on va en discuter avec eux. Et puis, c'est ces opportunités qui s'offrent à nous qui font que on se lance dans un nouveau projet. Voilà, ça répond parfaitement à la question posée, Sini Clotilde, parce qu'elle a mis un gros paragraphe, mais est-ce que votre développement découle d'opportunités apparues par la suite? Oui, ça peut être le cas, c'est ça. Et Donc, si je peux compléter ma réponse bien sûr. pour Clotilde, quand on ouvre un premier magasin, tout dépend du profil du dirigeant. Moi, je sais que quand j'ai ouvert mon premier magasin, j'avais déjà en tête de développer un réseau et d'ouvrir plusieurs points de vente. Par contre, on ne peut pas baser le développement et la réussite de notre premier magasin sur ce qui va en découler après et sur les potentielles futures ouvertures. Il faut déjà prendre ce premier magasin comme un business unique et se dire que voilà, on va au bout de la démarche, on essaie d'en faire un point de vente hyper rentable qui tourne du mieux possible, et c'est à ce moment-là qu'on se dira qu'on se lance dans un nouveau projet. Mais on peut l'avoir en tête, mais il ne faut pas brûler les étapes, il faut d'abord consolider le premier avant de se lancer dans le nouveau projet. Voilà, prudence, ne pas aller plus vite que la musique parce que vous allez être confronté à des défis. Juliette, là, je me tourne vers vous. Finalement, quels ont été les défis? Alors vous avez acquis quand même plusieurs points de vente assez rapidement. Donc, quels ont été les défis? Moi, j'ai été confrontée directement puisque, effectivement, en premier lieu, c'est une reprise en juillet 2021 de 4 magasins directement. Donc avec ce qui a été vraiment
les principaux défis, en fait, c'était de gérer plusieurs équipes sur différents sites et d'avoir ce sentiment d'être un peu une pieuvre. C'est pour ça que c'est super important de se structurer, d'avoir un organigramme qui est clair, précis. Du coup, c'est vrai que ça, c'est le premier, on va dire, défi majeur. Et après, c'est vraiment ce qu'on parlait avec Benoît et Paul, c'est vraiment de définir en fait notre process interne. C'est quand on a plusieurs sites, quand on a aussi plusieurs marques, on ne travaille pas de la même manière. Et c'est aussi analyser les besoins aussi bien de la clientèle, mais que nos besoins en interne pour pouvoir répondre à tout cas de figure, d'où la création de ce back-office centralisé, puisque c'était important d'avoir un point de départ qui ensuite peut dispatcher sur toutes les autres sociétés. Et après, ça passe forcément par la structuration du magasin et de la partie commerciale avec les vendeurs, le manager et assurer tout le reporting derrière. Mais c'est en ça aussi où chez MobilePass c'est bien fait puisque il y a des formations managers, il y a des formations pour devenir dirigeant. Voilà, il y a toute une palette de formations et puis on est une grande famille en fait. C'est vrai que moi j'échange régulièrement avec Benoît en dehors, avec d'autres franchisés aussi, et c'est ce qui permet de grandir ensemble et de faire face à ces difficultés. Alors, je pense que vous avez un peu répondu à Juliette, qui vient de me poser une question, comment MobilePay adapte son accompagnement pour des profils qui n'ont pas d'expérience dans le métier. Mais on a Christelle, juste avant, qui vous demandait un petit peu votre parcours. Est-ce que vous étiez du milieu pour reprendre 4 magasins d'un coup? Alors, absolument pas. Moi, j'étais directrice export, donc totalement hors métier, mais je crois qu'on va en discuter aussi après. C'est un sujet, moi, c'était une volonté. J'ai eu cette opportunité de reprendre ces magasins. Je suis rentrée en tant que directrice commerciale déjà dans le groupe pour savoir si cet univers de l'ameublement et de la cuisine me plaisait. Mais avant tout, j'avais cette fibre entrepreneur et je n'étais absolument pas du métier. Ah bah voilà, Christelle, vous avez votre réponse sur le CV de Juliette. Benoît, qu'est-ce qui a été le plus facilitateur finalement dans ce passage de mono à multi-franchisé? Déjà, c'est quand on connaît déjà nos interlocuteurs. Donc, on connaît le mode de fonctionnement qui est le même pour l'ensemble des enseignes d'ailleurs, où on retrouve les services des fois qui sont d'ailleurs mutualisés aussi. Donc, on a les accès directs. Donc, pour nous, ça on gagne du temps en termes d'ouverture de futurs magasins. Pour nous, c'est surtout ça le plus rapide, quoi. Donc, et puis après, on a bien sûr les mêmes outils. Alors ça, c'est hyper important. Hein. Je parlais tout à l'heure l'outil de suivi des ventes. C'est le même sur l'ensemble des enseignes. Donc, ça nous permet quand même d'être très vite à l'aise sur notre suivi qu'on va mettre en place au quotidien avec cet nouvel espace de vente, quoi. Ouais, des outils optimisés, des outils rationalisés, mis en commun et qui sont là pour vous aider. Donc, si vous qui nous regardez, si vous avez des intentions de vous lancer dans l'entrepreneuriat en franchise, sachez que MobilePay fait tout pour que vous soyez dans d'excellentes conditions. On parlait à l'instant de ne pas être du métier et se lancer tout de même dans l'entrepreneuriat, donc chez MobilePay. Juliette et Paul, finalement, on revient vers vous. Est-ce que c'est possible sans expérience? J'ai l'impression que oui, mais si vous voulez peut-être un peu développer. On passe au cinquième chapitre. Voilà, réussir sans être du métier. On vous forme à tout. Donc, est-ce que c'est possible? Qui veut commencer, Benoît ou Juliette? Alors, oui, c'est totalement possible. C'est totalement possible de réussir. Paul et moi, on en est la preuve vivante avec des parcours totalement différents. Paul, lui, c'était de la création. Moi, ça a été de la reprise. Aujourd'hui, je suis également sur de la création parce que je vais ouvrir un nouveau point de vente MobilePay début janvier. Moi, j'ai suivi un parcours vendeur classique, déjà pour connaître le métier. Ensuite, j'ai fait une formation dirigeante chez MobilePay aussi pour justement appréhender tous ces repères économiques, la structuration commerciale, etc. Alors moi, j'avais effectivement cette fibre
commercial et managérial avant, absolument pas technique. Donc voilà. Et puis moi, dans le cadre de la reprise, c'est vrai que, comme Laetitia a pu le dire, on reprend des équipes en place. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance et j'ai la chance d'avoir dans mon équipe plusieurs personnes qui ont entre 15 et 22 ans d'expérience dans le métier. Donc c'est vrai que c'est des vrais repères au sein de l'équipe, mais c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, on a un centre de formation en interne qui est d'une grande richesse, que ce soit pour les dirigeants, mais comme tout vendeur qui souhaite se perfectionner et évoluer, avancer. Voilà, c'est des formations qui sont revues tous les ans avec du contenu qui évolue aussi en fonction de nos modes de consommation et de la manière dont on conçoit les projets. Donc voilà, et puis il y a ce réseau chez Mobalpa, on parlait de 150 magasins, c'est d'une richesse pure en fait, où on trouvera toujours des réponses. Paul, vous confirmez, hein, sans expérience, on peut quand même se lancer chez Mobalpa. Absolument, oui. Alors moi, je suis un profil comme Juliette, complètement hors métier. Et la différence, Juliette l'a dit, c'est que moi, j'ai fait une création de magasin. Donc, on peut tout à fait être hors métier. Et en plus de ça, je n'avais pas l'expérience en tant que manager de Juliette. Donc, vraiment, c'est deux projets différents. C'est un vrai challenge. C'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Ce serait mentir que de dire que c'est facile. Parce qu'on part d'une page blanche, parce qu'on ne connaît pas le secteur d'activité, on ne connaît pas le métier. Mais Juliette l'a dit, on a un super centre de formation qui nous accompagne, on a des ADR sur le terrain, on a même nos responsables de développement qui sont là pour nous. Donc voilà, on n'est pas laissé à l'abandon au pied du mur. On est accompagné, mais c'est sûr que voilà, ça demande un peu d'agilité au début, surtout quand on ne connaît pas le métier. Est-ce qu'on a perdu Stéphane? On a perdu Stéphane, oui. On a perdu Stéphane qui va revenir. Est-ce qu'on peut enchaîner si Stéphane... On va peut-être enchaîner, William, c'est ici. Stéphane avait prévu de parler de la formation. Juste pour rebondir en fait sur ce que disaient Paul et Juliette, finalement, il faut savoir que parmi le réseau de franchisés, on a à l'origine plus de 50% de hors métier. Donc le métier de franchisé Mobalpa est tout à fait accessible, quel que soit le profil. On n'a pas besoin d'être issu du métier et on a tout ce qu'il faut en termes de formation pour pouvoir accompagner les différents profils qui nous rejoignent à se former, à monter en puissance pour pouvoir derrière exploiter au mieux leur magasin. Ouais, exactement, c'est évidemment la force de Mobalpa, Juliette l'a souligné. On a un organisme de formation qui a été créé il y a plus de 30 ans, initié par Bernard Fournet, qui avait eu cette vision à l'époque d'un métier complexe mais très passionnant et sur lequel il fallait former nos équipes pour être complètement en phase avec les attentes de nos clients du moment. Et cet organisme de formation permet de professionnaliser un petit peu l'intérêt de chaque métier, puisqu'on parle d'une formation vendeur-concepteur qui peut être débutant ou confirmé, une formation sur le devenir manager aussi, et cette montée en compétences d'un profil qui est très intéressant dans le cadre d'un lancement en multisite, c'est-à-dire qu'en préparation d'éventuel numéro 2, on va travailler en premier lieu à intégrer un manager qui va gérer ces compétences-là demain pour nous. Cette formation est délivrée évidemment soit à Thônes en présentiel, mais on a aussi des modules de formation sur le terrain et notamment sur des accompagnements d'équipes
Là, on parle par exemple d'agencement sur mesure où l'intégralité du réseau a été formée d'une manière assez vite pour cette montée en compétences sur des nouveaux modules et notamment liés à l'accompagnement de nos clients. Je vous prie de m'excuser, j'ai eu un bug d'internet. Me revoilà de retour. Donc je vois que vous avez enchaîné sur le parcours de formation, c'est bien ça? Ouais, exactement, on a pris le relais, pas d'inquiétude, Stéphane. Allez, ben, je vous laisse enchaîner. Est-ce que vous, Letty, vous vouliez dire un mot également sur, je ne sais pas si vous aviez pu parler justement, vu que j'avais l'écran noir. Oui, oui. Alors, on a évoqué le fait qu'on puisse former les candidats à la franchise, quel que soit leur profil d'origine, qu'ils soient métier ou hors métier. Donc, on a tout un parcours de formation théorique atone, complété par du e-learning, un passage en magasin pour être formé sur le terrain. Donc, il y a toute cette phase de formation avant l'ouverture du magasin. Et une fois que le magasin est ouvert, on a bien sûr toujours de l'accompagnement avec de la formation continue ou au siège Atone ou en région. On essaye d'organiser régulièrement des formations afin de réunir plusieurs franchisés ou leurs équipes au niveau régional pour faire des compléments de formation. On a également la possibilité de proposer du coaching pour appuyer sur certains points plus spécifiques, que ce soit sur de la vente, sur la gestion de back-office, etc. Et puis, comme le disait Paul, on a les ADR, donc je traduis les animateurs de réseau, qui sont là pour accompagner les franchisés dans l'exploitation quotidienne de leurs points de vente. Qui sont le relais entre le siège et puis le terrain, et puis qui sont là pour les accompagner de manière très opérationnelle sur l'exercice en magasin. Très bien. Question de délai aussi. En combien de temps est-ce qu'on peut estimer être opérationnel lorsqu'on passe par la case formation? Benoît ou Paul qui souhaitent répondre? Pour ma part, moi, je suis du métier. Donc, j'étais du métier quand j'ai intégré la première enseigne du groupe Fournier. Mais ce que je peux dire, c'est que dans le parcours formation, quand on va être dirigeant, il y a une partie immersion chez un dirigeant pour aller comprendre un peu la vie d'un dirigeant et voir ce qui s'y passe. Et j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de futurs dirigeants qui étaient souvent hors métier. Et pour moi, ça me paraissait très compliqué de voir arriver des personnes en métier. Et j'ai été agréablement surpris déjà à la vitesse où ils ont appris, enfin, ils ont pris connaissance de l'ensemble de notre métier. Et ils ont mis en place aussi tout ce qui a été les process qui ont été donnés ou conseillés par Mobalpa. Et ils ont un respect aussi de ces process-là. Je pense que quand on est hors métier, on n'a pas d'a priori. Et du coup, moi, je vois que ces réussites sont souvent plus importantes avec des personnes hors métier, parce qu'après, c'est bien parce qu'on se suit, ils m'appellent, et puis je suis, moi, de voir un peu comment ils évoluent par la suite. Et ouais, je suis agréablement surpris de la réussite de ces personnes comme Juliette, comme Paul, qui sont arrivés, qui ne connaissaient pas le métier, qui ont repris ce métier, qui est un métier de passion. Et donc voilà, ouais, très, très agréablement surpris pour ma part. Et justement pour vous, Paul, alors combien de temps ça a duré finalement à partir de quand vous avez été opérationnel? Et attention à bien réactiver votre micro. Hop là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais donner un peu de temporalité aussi suite à ce que disait Benoît. Me concernant, étant complètement hors métier, je pense qu'il a fallu quand même une bonne année avant d'être vraiment opérationnel. Alors, je reste très humble et il me reste beaucoup de choses à apprendre dans ce métier. Mais en tout cas, pour être opérationnel dans les grandes lignes et pour vraiment avoir le sentiment de gérer son point de vente correctement, je pense qu'il faut une année et passer par le plus de formations possible. J'en reviens à la formation, mais ce que disait Juliette aussi, on est passé, quand on est hors métier, par la formation vendeur-concepteur, donc pour réussir à apprendre un peu le produit. On passe par la formation nouveaux dirigeants, on passe par la formation back-office. Le but, c'est vraiment de pouvoir comment dire, appréhender toutes les phases, toutes les phases, Ouais, toutes les facettes. toutes les facettes de gestion d'un magasin pour pouvoir piloter sereinement par la suite et pour pouvoir après se développer. Allez, on va passer à la 6e partie. Hein. Merci Paul. Multiplier les réussites, la force de la multifranchise. Pourquoi viser la multifranchise plutôt que de se limiter à un seul magasin? C'est vrai, on peut se poser la question. Hein.
Juliette, peut-être, si vous voulez nous répondre. Bah, je pense qu'on y a déjà pas mal répondu, mais je pense que c'est déjà un trait de caractère du dirigeant. Comme Paul le disait, on a beaucoup de contacts avec les développeurs et c'est vrai qu'une fois que la première partie fonctionne bien, on se dit bah, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4, pourquoi pas 8 comme Benoît. Mais en fait, c'est un trait de caractère. Voilà, je pense que avant d'être dirigeant, on est entrepreneur. On a rejoint cette aventure parce qu'on avait envie de créer, parce qu'on avait envie de faire quelque chose et parce que moi, je sais que quand j'ai repris 4 magasins, je me suis dit bah pourquoi pas 5, 6, 7. Voilà, j'ai pris ma petite carte de France et puis j'ai regardé les zones raisonnable autour de chez moi pour aussi avoir un pilotage garant de la satisfaction client et de la réussite de nos points de vente. Et puis après, c'est tout un discours et d'échange avec les développeurs. J'ai travaillé avec Williams, maintenant je travaille avec Letis. Voilà, c'est ce qu'on disait, de l'opportunité, c'est une fibre entrepreneuriale et puis après, c'est aussi un raisonnement qui n'est plus un simple magasin, mais c'est un raisonnement groupe qu'il faut avoir. Et une fois de plus, c'est des points de charge sur lesquels on peut se dire, bah, tiens, la masse salariale, ici, peut-être qu'en l'externalisant, je ne sais pas, en faisant passer le back-office dans une holding, etc., c'est des manières de voir sa structuration et de pouvoir prendre du recul. Voilà, j'ai vu des questions sur la rentabilité. En fait, la rentabilité, elle dépend aussi de tous ces points de charge-là, en fait. Ça dépend si le dirigeur, il est salarié ou s'il est TNS, s'il y a une holding, s'il y a des redevances. En fait, je pense que c'est en fonction de la vision que nous, on a envie de se développer, quoi. C'est vraiment cette fibre. Paul, vous voulez réagir aussi à qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans la multi-franchise? Oui, comme l'a dit Juliette, c'est une question d'opportunité. Et je pense qu'au fond de nous, on a tous cette excitation de nouveaux projets sans cesse. Voilà, à partir du moment où, enfin, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Le premier point de vente est arrivé arrive à maturité. On a besoin de se challenger aussi, nous, dirigeants, et de nouveaux projets. Donc, me concernant, c'est ça c'est ce qui m'anime, c'est le côté développement. J'ai vraiment envie de créer ce réseau. Et puis, en plus de ça, c'est hyper intéressant pour les magasins qui sont en place parce qu'en effet, on arrive à écraser des charges en se développant avec plusieurs magasins. Et donc, non seulement on se développe, mais en plus de ça, on rend nos magasins plus performants. Donc c'est double effet qui se coule. Est-ce que ça fait évoluer certaines compétences, hein, Juliette et Paul? Est-ce qu'on voit, vous parliez de pieuvre, on est une pieuvre au début, mais est-ce que finalement, on arrive finalement à rationaliser les choses et à être un peu plus efficace? Paul, je reste avec vous peut-être, ou Juliette qui veut parler des compétences justement qu'on développe? Moi, rapidement, parce que je n'ai pas encore ouvert le deuxième, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut réussir à pouvoir faire confiance à des managers parce que bah, voilà, on laisse un peu son bébé entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais bon, il faut savoir le faire. Donc voilà, je pense que c'est super important de pouvoir faire confiance aux personnes à qui on donne la gestion du point de vente. C'est apprendre à déléguer peut-être, c'est ça, Juliette? Absolument, oui. Oui, apprendre à déléguer. Et puis, effectivement, on passe de pieuvre à couteau suisse, je vais dire, parce que en grandissant, on est multicasquette. On devient RH par la force des choses, l'humain étant un pilier de notre activité quand même. On devient gestionnaire. On apprend à lire des bilans, à optimiser des bilans, à optimiser une stratégie commerciale.
une stratégie marketing. C'est vrai que on a différentes casquettes et qu'il faut jouer sur différents tableaux. Donc forcément, au fil des années, on grandit, on acquiert des compétences, on échange. Et puis, on évolue aussi avec nos magasins en se disant on a des choses qu'on a fait qui fonctionnent, donc on les garde. Moi, je sais que les 2 premières années, j'ai défait, j'ai refait un organigramme. Il y a des choses qui fonctionnaient, qui ne fonctionnent pas. Donc, on n'est pas dirigeant. Enfin, on peut avoir une fibre, mais on grandit en fait avec nos magasins et on grandit avec notre expérience. En fait, tout à chacun évolue différemment et je pense que aujourd'hui c'est notre présence sur le terrain, la présence auprès de nos équipes, la manière dont tout s'est organisé qui fait qu'aujourd'hui on peut grandir sereinement et qu'on apprend de nos expériences passées en fait. Petite question peut-être pour William et Létis, quelles sont les étapes finalement pour un franchisé qui veut dupliquer son modèle, qui veut répondre peut-être les grandes étapes? Je peux évoquer les grandes étapes. Je voulais simplement rebondir sur ce qu'on a évoqué précédemment. On parlait de RH avec Paul, avec évidemment Juliette, mais aussi avec Benoît. Il y a un point clé qui est très important. Juliette en a parlé avec des collaborateurs qui ont plus de 15 à 20 années d'expérience dans ces magasins. On peut parler aussi de fidélisation des équipes et de se faire accompagner par des personnes sur lesquelles on va évidemment reposer, je dirais, toute une organisation en toute confiance en fait. Et l'humain et la confiance, évidemment, très important. Donc, les étapes qui viennent évidemment dans le développement, c'est d'initier ensemble des projets de développement. Juliette en a parlé, on a travaillé avec Juliette Benoît sur identifier les prérequis de rentabilité, notamment sur la rentabilité des points de vente, évidemment, mais du groupe. Donc, ça peut aussi passer par des capitaux propres positifs, avoir une trésorerie excédentaire qui permet de prévoir l'avenir. On parlait de RH, c'est aussi d'avoir suffisamment de vendeurs, concepteurs dans les points de vente, avec des managers qui soient formés pour accompagner la performance, puisque on peut se développer que si les magasins sont performants. Et puis après, on vient aussi s'appuyer sur un concept et une satisfaction. Un prérequis du développement, c'est aussi s'attacher à avoir des magasins au concept, avoir un NPS et une part de marché qui soit suffisamment déployés sur ces zones sur lesquelles on exploite. On va définir les zones disponibles pour se développer avec un périmètre, Juliette en a parlé, avec sa petite carte de France, mais un périmètre opérationnel sur lequel on va pouvoir mettre des options, soit de création, mais aussi de reprise. C'est évidemment dans notre réseau un schéma que l'on peut envisager. Et dans un schéma classique d'une création ou d'une reprise, évidemment, l'équipe développement va être là pour accompagner les franchisés dans différentes démarches, notamment en création, la recherche de locaux, les critères de l'emplacement, mais aussi les critères économiques liés aux valeurs locatives et de pouvoir prendre des choses qui soient acceptables, et notamment pour la rentabilité. De construire ensemble un modèle basé sur des hypothèses qu'on aura évidemment discuté ensemble. Benoît en a parlé, des hypothèses de chiffre d'affaires et de rentabilité, mais aussi d'organisation. Et là, on vient travailler avec l'expert comptable pour définir en toute finalité un plan de financement pour le futur projet. Mais on est aussi accompagné, on n'est pas seul, et tous les dirigeants qui sont là présents avec nous l'ont évoqué. On est accompagné par les services supports de l'enseigne, et notamment ça passe par le dessin d'un magasin, des expos et des concepts sur un service qui vient dessiner d'une manière définitive le point de vente. Accompagner aussi les franchisés sur toute la partie travaux. On a la possibilité avec nos équipes partenaires, les montages de meubles par exemple, la peinture, l'électricité, de pouvoir accompagner dans les travaux, soit de rénovation en création ou soit de création du magasin par un assistant maître d'œuvre qui va supporter cette mission et aider le franchisé à garder cette opérationnalité qu'il a sur ses autres magasins
et avoir cet objectif d'une ouverture sans retard. On va travailler la communication, par exemple, du magasin avec un plan média ouverture ou un plan média lié à la reprise du magasin, avec des préconisations d'options de communication qui vont être évidemment en local sur différents supports. On parle de RH, on va aussi accompagner par le service recrutement formation, par des journées de recrutement organisées localement et identification des besoins de formation sur tous les profils vendeurs-concepteurs, par exemple. Aussi des besoins en équipement informatique, par exemple. On a aussi des contrats cadres fournisseurs, référencés fourniers. On parlait tout à l'heure, évidemment, de la valeur ajoutée du groupe, mais c'est aussi de pouvoir avoir des prix compétitifs sur toute cette partie matérielle. Donc, les besoins en équipement, mais on parlait aussi de logiciels, quel que soit le modèle en franchise. On a un logiciel qui s'appelle Osiris, sur lequel on vient gérer l'intégralité du réseau, en tout cas des magasins, avec ses visions de performance commerciale, mais aussi de gestion. Et puis, on est, évidemment, nous, l'équipe développement, en relation étroite avec l'animation de réseau, ce que Métis appelait tout à l'heure les ADR. Ils sont un point clé d'entrée, d'échange à la préparation des projets de développement, au suivi des magasins, mais aussi en vigilance de discussion, en préparation en amont des objectifs de développement qu'on peut avoir sur certains secteurs avec certains franchisés. Alors, Laetice, peut-être vous vouliez ajouter quelque chose? La réponse de William, ça a été parfaitement exhaustive. Et Benoît, peut-être, vous qui étiez dans ce rôle, finalement. Oui. Benoît, on peut vous écouter aussi. Ouais. Oui, en fait, oui, William, ça a bien résumé tout l'accompagnement qu'on a de la part de Mobalpa et on s'appuie vraiment là-dessus. Donc, en fait, nous, en tant que dirigeants, qu'est-ce qu'on a à faire? On a surtout, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est surtout avoir ce coup d'avance. Ce coup d'avance, il passe par quoi? Il passe par avoir des personnes clés sur qui on va pouvoir s'appuyer pour ce futur déploiement. Moi, pour ma part, c'est toujours ce que j'ai fait. J'ai des personnes avec moi qui sont historiquement depuis très longtemps avec moi et qui ont évolué comme poste de manager, même qui ont évolué même comme directeur associé aujourd'hui et qui me permettent justement de pouvoir anticiper, ouvrir. Donc, quand je mets d'un côté pour la partie commerce un futur manager ou directeur qui est déjà intégré dans mes équipes et j'ai mon service back-office qui est déjà prêt aussi pour recevoir un autre magasin de plus. Voilà, là, je sais que j'ai ce coup-là d'avance et que je suis prêt parce que, en fait, souvent, on peut décider d'une ouverture, mais on peut aussi, elle peut être proposée à un moment où on n'est pas forcément prêt. Et c'est souvent celui-là, d'ailleurs, qui m'a été proposé. Je n'étais pas au bon moment pour le faire, mais je l'ai fait quand même parce que voilà, c'est l'opportunité qui fait qu'il faut le faire. Merci pour votre retour d'expérience. On va passer à une dernière partie. Justement, ça vient en lien avec la question de Nicolas qui nous demande un petit peu comment est-ce qu'on accède finalement à la franchise, en parlant un petit peu plus de chiffres. Laetice et Williams, peut-être c'est vous qui allez nous parler de chiffres. Peut-être Laetice, vous voulez démarrer. Comment est-ce qu'il y en a un ticket d'entrée finalement pour intégrer la franchise Mobalpa? Alors, il faut savoir qu'en fonction du projet sur lequel se projette le candidat, donc soit une création, soit une reprise, on détermine ensemble l'enveloppe d'investissement nécessaire sur une ouverture entre les éléments liés au local, les travaux d'aménagement, l'agencement intérieur, les frais liés à la constitution de société, etc. Donc là, on va être dans une enveloppe moyenne autour des 350 400 000 euros selon les emplacements. Dans le cadre d'une reprise, donc là, tout va être lié au montant négocié entre le cédant et le repreneur sur ou les parts ou le fonds de la société. Je vous coupe juste un instant parce que la qualité du son, on va peut-être tous couper nos micros, peut-être que c'est ça le problème, on a un son très métallique. Laetice, je suis désolé. Allez-y, on vous écoute, on va voir si ça va mieux. Pas de souci. Oui, vous m'entendez mieux?
Bon, on va continuer comme ça, c'est pas grave, parce que le plus important, c'est le contenu. Allez-y. Bon. Donc bref, je disais en tout cas, on détermine en tout cas ensemble en fonction du projet l'enveloppe d'investissement nécessaire. On va dire en moyenne, pour faire simple, 350 000 €. Dans cette enveloppe à prévoir, il y a une partie qui est constituée de l'apport personnel du porteur de projet. On dit minimum 50 000 €. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que les banques aujourd'hui, pour un primo-accédant, donc quelqu'un qui se lance pour la première fois dans l'entrepreneuriat, les banques demandent à peu près 30% d'apport sur l'investissement global du projet. En termes d'accès à la franchise Mobalpa, on demande un droit d'entrée de 15 000 €. Et puis, donc, on précise aussi que chez Fournier, on demande à ce qu'il y ait 30 000 € mis au niveau du capital social. Donc, le capital social fait partie notamment de l'apport du personnel du porteur de projet. Donc, sur l'enveloppe de l'apport personnel, il y a 30 000 € en capital et le reste qui est mis en compte courant. J'espère que c'est assez clair. Très bien, ouais, c'est très très clair. Peut-être William, vous vouliez ajouter quelque chose et on pourra répondre à Nicolas, hein, qui a l'air d'être un cas assez spécifique. Je ne sais pas si vous avez vu sa question, mais on la posera après. Ouais. Non, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Simplement, la diversité des projets chez Mobalpa va évidemment caractériser l'apport du dirigeant. On n'a pas un apport type, mais en fonction des projets, on peut assez facilement moduler. Alors, en termes de création, moi, je dirais que l'objectif, c'est quand même d'arriver avec un apport quand même suffisamment important, dans la mesure où les banques sont quand même un peu plus frileuses en ce moment, et les 30% sont évidemment un mal nécessaire au démarrage du magasin. Alors, les 30% sont vraiment liés à favoriser la validation du plan de financement. Cet argent reste évidemment la propriété du dirigeant, puisqu'il va pouvoir constituer cet apport en ce que disait Laetice, dans le capital social et en compte courant d'associés, qui pourra au fil de l'eau le récupérer au fil des années. Les 30 000 € de capital, c'est d'une manière à envisager de la sérénité dans le projet, puisque dans notre modèle économique, on a une première année en création qui peut s'apparenter à une perte, dans la mesure où on a un mode de facturation qui est assez différent d'un mode de business classique, puisqu'on est en mode projet. Si on ouvre le magasin aujourd'hui, on va recevoir nos premiers clients, on va avoir nos premiers acomptes, et on va facturer en moyenne dans les 3 à 5 mois, suivant le délai de livraison lié au projet, et pas forcément lié à l'usine. Et donc, globalement, sur un premier exercice de 12 mois, on aura un trend de facturation qui sera limité entre 6 et 8 mois, et donc ce qui ne permet pas de couvrir l'intégralité des charges. Donc, dans notre modèle, on va évidemment garantir en deuxième année le fait qu'on puisse être étal pour avoir de la progression en année 3. C'est pour ça que Paul parlait tout à l'heure d'une certaine maturité qu'il faut avoir quant au développement lié à un premier investissement de magasin, puisque quand on va voir une banque, c'est ses indicateurs financiers qui va regarder la rentabilité, et on a besoin, alors cas exceptionnel, on a eu des magasins rentables en première année, mais ça suppose des facteurs qui se cumulent. Mais bon, en règle générale, notre modèle, peu importe la marque, le modèle de la cuisine lié à son mode de facturation ne permet pas à coup sûr de se développer tout de suite. Je dirais le seul moyen de pouvoir avoir de la rapidité dans le développement, c'est quand on est comme Juliette en mode reprise, où on va sécuriser une première année de reprise, potentiellement en allant chercher directement de la rentabilité ou d'être à l'équilibre. La vision, c'est plutôt ça. Et donc, de dire aux banquiers, voyez, bon, j'ai repris les magasins, je travaille le modèle, j'arrive à de la rentabilité ou à l'équilibre, donc je peux prétendre plus vite à aller chercher du développement avec l'enseigne ou avec les enseignes. On reprend une dernière question. Donc Nicolas, il a posé cette question juste avant. Et alors, il semble être un profil avec une expérience dans le commerce et dans le retail. Formation possible pour quelqu'un d'expérimenté, mais quid de la partie financière? Alors, si peut-être qu'il faut reformuler cette question, mais est-ce qu'il y a de la formation sur l'aspect finance au sein donc, de Mobalpa? C'est ça, hein? C'est ce que vous comprenez comme moi la question de Nicolas? Elle est un peu au-dessus, la question.
à 12h36. Alors, Donc, dans le devenir franchisé, dans l'accompagnement et la formation de devenir franchisé, on a un module sur la partie gestion et finances. Juliette a évoqué la lecture de bilan, par exemple, le fait d'optimiser. Donc, on a un module dans cette formation qui permet d'accéder à ces compétences. Alors, c'est un premier vernis, c'est des premiers échanges. Évidemment, il y a un atout que peut avoir le dirigeant dans son développement, c'est le fait d'être accompagné par des conseils, notamment son expert comptable, qui va avec lui construire le modèle de développement qu'il souhaite. voilà, Nicolas, je pense. Si- Allez-y, Laetitia. Si je peux répondre, parce que je pense peut-être avoir interprété différemment la question de Nicolas par rapport au financement au montage financier pour l'ouverture d'un premier point de vente. Le profil expérimenté n'aura pas d'influence sur l'apport à prévoir sur un premier magasin. En revanche, ça peut contribuer à justifier des objectifs de chiffre d'affaires qui pourraient être travaillés pour la construction du prévisionnel. Par contre, pour compléter son apport, si c'est ça la question profonde, en effet, on peut avoir de l'apport. L'apport, il peut être constitué de l'épargne personnelle du porteur de projet, mais il peut être complété avec notamment ce qu'on appelle de la love money. C'est ce qu'il appelle, je pense, l'aide de l'entourage. On appelle ça un peu de la love money dans le jargon entrepreneurial, on va dire. Et en effet, il y a également d'autres solutions pour compléter son apport, avec notamment du prêt d'honneur, par exemple, auprès d'organismes comme Réseau Entreprendre ou France Initiative, et il y en a d'autres, il faut se renseigner en local, parfois des aides qui peuvent être en plus cumulables, donc du prêt d'honneur à taux zéro. Voilà, donc on peut trouver des méthodes, en tout cas, pour compléter l'apport. Et donc, ça fait aussi partie de notre travail en tant que développeur de conseiller les porteurs de projets avec le soutien de leur expert comptable pour construire un plan de financement qui soit circonstancié et suffisamment solide pour porter le projet. Oui, voilà, c'était ça la question. Il vient de préciser, Nicolas, donc dans le chat, comment compléter finalement un apport qui serait en dessous des 50 000 euros. Donc, il y a des solutions qui existent. Et donc, rentrez en contact, Nicolas, si vous êtes intéressé avec la franchise donc Mobalpa. Letis, alors suivant votre zone géographique, ou Williams ou d'autres seront là pour vous aiguiller. On a fait le tour de cette magnifique franchise Mobalpa. On a parlé de l'aspect financier, c'était un point important. Je n'ai plus qu'à vous remercier. Et je remets donc dans le chat le lien de la franchise Mobalpa sur le site de l'Express Franchise et Commerce Associé. Restez et connectez-vous sur le site de l'Express Franchise et Commerce Associé pour toutes les opportunités de franchise, et spécifiquement pour Mobalpa. Laetitia, Williams, Paul, Juliette et Benoît, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Merci pour ce live très enrichissant sur la multifranchise. Merci beaucoup. Et bonne journée à tous ceux qui nous ont suivis. Merci d'avoir beaucoup commenté. C'était très agréable de pouvoir échanger. C'était très dynamique. Voilà, allez, bonne journée à tous. On attend peut-être Christelle qui nous dit merci. Merci à vous aussi, Christelle, d'avoir été là. Et Nicolas est encore en train de taper. Est-ce que Nicolas a encore une question? Non, il nous remercie. Voilà, on peut donc conclure. Pas de regret, il n'y a pas de question qui va nous échapper. Allez, bonne journée à tous. Merci Stéphane, merci à tous. Merci Stéphane, merci. Allez, merci Muriel, merci Sini, merci Juliette, merci à tous.